Bonjour, Il y nous a, sommes à l'émission spéciale de Radio Arménie. Aujourd'hui, j'accueille Joseph Yacoub, auteur de nombreux ouvrages sur les questions des droits de l'homme, sur les minorités, sur les religions, sur le Moyen-Orient, sur les Assyro-Chaldéens et sur le génocide des Assyro-Chaldéens. Donc plusieurs livres. Joseph Yacoub, bonjour. bonjour. C'est à l'occasion de la publication du livre Les Assyro-Chaldéens, mémoire au pluriel d'une tragédie qui se répète, que nous vous accueillons sur les ondes de Radio Arménie. Ce livre est paru récemment aux éditions L'Harmattan dans la série Comprendre le Moyen-Orient. Alors, c'est un livre qui est une sorte de plongée dans l'histoire du peuple assyro-chaldéen qui a vécu donc depuis sa création, son émergence dans l'histoire du monde, plusieurs tragédies, et une bonne partie de ces tragédies ont commencé au moment de la chute de l'empire assyro-chaldéen ou des empires assyriens et chaldéens. Alors, dans un premier temps, Joseph Yacoub, j'aimerais éclaircir quelque chose sur le titre assyro-chaldéen, le nom assyro-chaldéen. Alors, on parle souvent, on connaît, je pense que le commun des mortels connaît l'Empire assyrien. Mais pourquoi cette appellation assyro-chaldéen? Comment le peuple assyro-chaldéen a pu exister? Est-ce que c'était deux peuples? Est-ce que c'était le même peuple avec des divisions? Et il y a encore donc des divisions religieuses aussi. Expliquez-nous ça pour commencer cet entretien. Oui, bonjour Hilda, je salue d'abord les auditeurs de Radio Arménie. Vous posez là une question qui est importante, et qui est assez complexe. Et un des drames ou des problèmes que la communauté assyro-chaldéenne vit, c'est justement ce problème-là. D'ailleurs, dans le premier chapitre, en évoquant la tragédie d'un point de vue historique, je pointe sur cette question. Il y a des différences de point de vue sur la question, et en même temps, quand on lit les archéologues et les historiens de l'ancienne Mésopotamie, il est vrai que la Mésopotamie était divisée entre, enfin, entre plusieurs appartenances, même plusieurs empires. Il y a eu l'empire assyrien au nord du pays, et il y a eu Babylone et les Chaldéens au sud du pays, qui eux aussi ont connu un empire sous Nabuchodonosor. Et les archéologues et les historiens, en se penchant sur l'histoire et sur les rivalités qui existaient à l'intérieur de ce pays entre Assyriens d'un côté, Babyloniens de l'autre, et Chaldéens, etc. Au-delà de ces différences, et ils disent que c'était une civilisation qui avait beaucoup de points communs, ne serait-ce que par la langue, par la culture. C'était la même langue. C'était la même langue. Et dans cette succession d'États que la Mésopotamie a connue depuis les Sumériens. Tiens, le premier nom, c'est les Sumériens, le premier.
Ensuite, il y a eu les Akkadiens. Quelle époque les Sumériens? C'est à plus de 2000 ans avant Jésus-Christ, plus de 2500 ans. La première civilisation, ça a été la civilisation sumérienne au sud du pays. Au sud du pays. C'est-à-dire quelle région d'aujourd'hui? Autour de cette région d'Our, que le pape a visité d'ailleurs récemment au mois de mars. Qui se trouve en Irak aujourd'hui. Voilà. Ensuite, il y a eu les Akkadiens et la langue que les Assyro-Chaldéens parlent, les spécialistes la font remonter aux Akkadiens, qui seraient la base, le point de départ des langues sémitiques, des langues sémitiques qu'on retrouve aujourd'hui en hébreu aussi, qu'on retrouve en arabe. Ben voilà un lien linguistique qui montre que cette région… les langues sémitiques aujourd'hui, c'est l'hébreu, l'arabe, l'assyro-chaldéen. Voilà, qui sont des langues de même souche, d'un côté, on dit Allah, on dit Allah, on dit Aloho, on dit il, et comme on constate, la racine est la même. Et au niveau religieux aussi, avant, bien entendu, avant le christianisme, quand on prend les divinités babyloniennes, les divinités akkadiennes et les divinités assyriennes, vous voyez, leur conception de la divinité, de la multiplicité des dieux, de la multiplicité, et au-dessus un Dieu suprême, d'ailleurs qu'on retrouve dans beaucoup d'autres civilisations. Là aussi, ils ont trouvé qu'il y a pas moins de points communs, et ce qui les amène à conclure que c'était un peu la même civilisation, c'était des frères ennemis qui se battaient entre eux. Après tout, ils ne sont pas les seuls. Vous prenez la Grèce elle-même, prenez la Grèce. La Grèce a toujours été partagée, divisée par des guerres intestines internes entre Athènes d'un côté, Sparte de l'autre, Macédoine, etc. Mais le drame par rapport aux Assyro-Chaldéens, le drame, c'est que comme ils ont perdu toute entité étatique depuis, c'est-à-dire depuis… Les différentes factions de l'époque, donc les différents empires, oui, ont perdu leur statut d'État. Ils ont perdu leur statut d'État et ainsi ce peuple a été privé de toute référence identitaire. Et il ne faut pas oublier que depuis 612 avant Jésus-Christ, la chute de Ninive, et 539 avant Jésus-Christ, la chute de Babylone, cette communauté est sans protection. Elle n'a plus cette peau protectrice qui l'a protégée à la fois juridiquement et culturellement. Elle n'a pas eu son académie de la langue, son académie de l'identité pour dire que votre nom est ce nom-là. D'où depuis ce problème. Depuis quand on parle d'assyro-chaldéens? Sur les Assyro-Chaldéens, j'ai pu constater que ce terme n'est pas nouveau. Et il est vrai qu'avant, le terme d'assyrien était très courant. Moi-même, dans ma famille, je suis né en Syrie, on disait Aturaï, Assori. Oui, en arménien, Assori. On disait assyrien. Après, il y a eu le problème de la religion, que vous évoquiez tout à l'heure, qui est venu à son tour compliquer davantage les problèmes en introduisant le terme de chaldéen. Joseph Yacoub, compliqué, mais en même temps simplifié, parce qu'on a cherché en dehors des empires qui ont précédé, on a cherché l'identité aujourd'hui des Assyro-Chaldéens, et c'est l'identité religieuse aussi qui caractérise depuis l'Empire ottoman notamment, puisque l'Empire ottoman reconnaissait des minorités religieuses. Et donc les Assyro-Chaldéens, ce sont aussi les Assyriens, les Syriaques, les Nestoriens, les Chaldéens se sont reconnus
si je ne me trompe, vous me corrigerez, à travers la religion, parce qu'il n'y avait plus d'État. Voilà, c'était là. Le ciment de leur unité devenait la religion, et ce qui nous aide à comprendre la facilité avec laquelle ils sont devenus chrétiens. Vous voyez, ils étaient un peuple profondément religieux, comme beaucoup de peuples de l'Antiquité. Et quand le message chrétien voit le jour, ils furent les premiers, parmi les premiers peuples qui ont adhéré, et d'ailleurs assez rapidement à ce message chrétien. Et on a ces traces dans les évangiles et dans les actes des apôtres, puisqu'il est dit que les gens de Mésopotamie, on ne parle pas d'Assyro-Chaldéens explicitement, mais c'est sous-entendu, les gens de Mésopotamie étaient témoins de la Pentecôte, et l'apôtre Thomas fut le pionnier, disons, de l'introduction du christianisme, puisque son nom est commémoré au sein de la communauté, et tous les ans, le 3 juillet, en fait, Saint Thomas, on avait été, avec mon épouse Claire, on avait été en Iran, et les amis assyriens, là-bas c'est le terme assyrien qui est dominant, nous ont montré un endroit en souvenir de Saint Thomas qui s'appelle Marnoura, là où Thomas s'est reposé. Il s'est reposé avant de continuer en direction de l'Inde. Oui, tout à fait, la religion a été le ciment d'unité, et je pense que sans la religion, cette communauté aurait disparu. Donc, ce livre, Les Assyro-Chaldéens, retrace la mémoire de la tragédie du peuple assyro-chaldéen que vous dites qui se répète aujourd'hui. Et vous plongez dans l'histoire depuis la création des empires assyriens, chaldéens, donc des empires assyro-chaldéens. Vous êtes donc, vous dites, le tragique caractérise les Assyro-Chaldéens. Pourquoi, en dehors du génocide qu'on connaît de 1915-1918 par l'Empire ottoman, par les Turcs des Assyro-Chaldéens, en quoi le tragique a empreint l'histoire des Assyro-Chaldéens, Joseph Yacoub? Oui, c'est une question, oui, c'est vraiment là, vous touchez au point de départ. Ce peuple, à mon sens, sur le plan existentiel, il vit une tragédie depuis la chute et leur dispersion et la privation de toute protection. Il ne faut pas oublier, faisons un peu d'histoire, qu'ils ont connu une succession d'empires qui les ont dominés. Alors oui, alors vous faites cette recherche des différentes oppressions et persécutions des différents empires, et on voit que les Romains les ont persécutés, on voit que les Grecs les ont persécutés, oui. On voit toute une succession d'empires, les Tatars, les Mongols, voilà. Ensuite l'Empire ottoman, la Perse les a persécutés. Oui, oui. Alors, est-ce que c'est lié uniquement, c'est dû uniquement, cette succession de persécutions est la résultante de la perte de l'État, c'est devenu une minorité, et les minorités, comme on sait, sont sans protection dans les États totalitaires, les États, j'allais dire, de type primaire qu'il y avait dans différentes époques de l'histoire. Les minorités ne sont pas protégées. Est-ce que c'est cette explication que vous trouvez à cette série de persécutions dont vous allez nous parler?
ça a joué indéniablement. Et dans les politiques de persécution, parce que le tragique est là aussi, c'est que n'ayant pas perdu leur identité, oui, ils n'ont pas perdu leur identité, ils ont toujours tenu à garder ce qui les caractérisait, hein, sur le plan religieux et sur le plan linguistique et sur le plan culturel. On commence par les Sassanides. Les Sassanides était un empire puissant, un des empires des plus puissants dans le monde, qui a fait souffrir, y compris les Arméniens et beaucoup d'autres peuples. Ils avaient leur religion, ils avaient leur langue, ils avaient leur tradition. Or, les Assyro-Chaldéens n'ont pas, voyez, n'ont pas, ils ont refusé à s'assimiler dans ce creuset. Comme les Arméniens. Voilà, comme les Arméniens. Et quand on fait un parallèle avec le génocide de 1915-18 sur l'Empire ottoman, je ne cesse de le comparer à un génocide semblable qui a eu lieu sous les Perses sassanides, mais qui, lui, a duré 40 ans sans relâche, de Quelle période, donc? 339 à 379. Oui. On dit le génocide quarantenaire. Et l'Église le célèbre tous les ans. L'Église le célèbre. On a beaucoup de saints qui remontent à cette période et ces persécutions sont très vivantes dans la mémoire des Assyro-Chaldéens. Vous voyez, prenez l'église, par exemple, en Géorgie, à Tiflis, l'église chaldéenne, là-bas, elle porte le nom d'un des martyrs, vous voyez, qui a de 339-379. Tous les gens, même les plus simples, ils gardent ça en mémoire. Donc, c'était vraiment une résistance de leur part, hein, pour garder leur identité, même si les noms ne figuraient pas toujours d'Assyro-Chaldéens, quand on compare aux Arméniens, mais le terme de chrétien pour eux, était devenu un terme, un creuset de leur identité, de leur tradition, de leur langue. Et ça, c'est poursuivi. Après les Grecs, vous parliez tout à l'heure des Grecs, les Grecs voulaient imposer le grec, hein. Ils se sont ouverts le grec, ils se sont ouverts à la culture grecque, mais ils n'ont jamais voulu adopter la langue grecque comme une langue véhiculaire de leur identité. Voilà. En fait, la question lancinante des minorités, c'est la résistance à l'assimilation. Oui, tout à fait, oui. Et c'est lorsque les minorités refusent de s'assimiler dans différentes cultures où elles se trouvent, elles sont persécutées. Et c'est le cas donc de la des minorités, parce qu'il n'y avait pas un seul État où se trouvaient les Assyro-Chaldéens. Ils se trouvaient dans différents États. Oui, oui, tout à fait. Ils vivaient principalement dans les deux empires, l'empire perse et l'empire romain, l'empire romain d'Orient. Et ils se trouvaient souvent dans des régions qui étaient géographiquement et frontalièrement, qui étaient extrêmement sensibles, qui pouvaient changer à tour de rôle selon l'hégémonie des vainqueurs. Une ville comme Nessib, une ville comme Édesse, une ville comme Mélitène, que les Arméniens connaissent très bien, une ville comme Diyarbakir, Ahmed avant, une ville comme Mardin. Tantôt ils étaient d'un côté et tantôt de l'autre, et qui en faisait les frais? C'était ces populations qui vivaient à la frontière. Oui. Quand
quand on voit l'histoire d'une ville comme Urfa, Urfa où il d'aujourd'hui. y a une communauté arménienne, où il y avait une communauté arménienne assez importante aussi. Et quand on étudie son histoire et les écoles que cette communauté avait, les écoles, ils étaient obligés du jour au lendemain de plier bagages et de passer sous un nouveau, comme Saint-Éphrem par exemple, et d'autres saints qui ont été traduits en arménien. Et donc, c'est une communauté qui n'a jamais connu le repos. Et le fait que ces deux empires étaient séculairement en guerre permanente, c'est incroyable. Et quand on étudie, on se penche sur l'histoire des liens, des rapports entre l'Empire perse et l'Empire romain, les Grecs avant, après l'Empire romain d'Occident, ensuite l'Empire romain d'Orient, ensuite les Byzantins, qui les ont fait également souffrir pour des raisons religieuses. Et là, je fais un parallèle avec les conciles que les Arméniens aussi connaissent très bien, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine. Il y a, là aussi, les souffrances ont été identiques. Est-ce que les Assyro-Chaldéens, enfin, je dirais plutôt les Syriaques à ce moment-là, ou les Nestoriens, vous me Voilà, oui, corrigerez parce que plutôt, oui. je ne suis pas très à l'aise dans les qualifications, enfin, dans les noms. Est-ce qu'ils ont eu à affronter les mêmes problèmes religieux dans ces deux conciles, notamment au concile de Chalcédoine, où l'Arménie n'a pas été présente et n'a pas accepté l'Église arménienne n'a pas accepté les décisions de ce concile. Est-ce que ça a été le cas des églises des Assyriens? Oui, tout à fait. C'est tout à fait Il semble que les exact. Nestoriens avaient quitté, s'étaient séparés de l'Église de Rome à ce moment. Oui. Ils ont eu des problèmes selon les communautés religieuses, soit avec le concile d'Éphèse en 431, d'autres avec le concile de Chalcédoine en 451. Alors, cette époque, il y a les termes qui apparaissent, c'est le terme de nestorien, comme si assyro-chaldéen ne suffisait pas. Ben voilà un autre terme qui apparaît pour compliquer les choses. Mais entre parenthèses, je vous dirai tout à l'heure quelle est mon analyse et quelle est la raison, de mon point de vue, fondamentale de ces différences des termes. Mais continuons l'analyse des termes assyro-chaldéens. Le concile d'Éphèse en 431 a donné naissance à l'église nestorienne qui a été condamnée. Nestorienne, je la mets entre guillemets. Une partie de cet ensemble de communautés liées par la langue et par la culture, se trouve anathématisée, exclue de l'Église dite universelle. Et 20 ans après, au concile de Chalcédoine, et là les Arméniens trouveraient les mêmes références, une partie, c'est les Syriaques que vous évoquiez tout à l'heure, qui se trouvent à leur tour condamnés, anathématisés et exclus de l'Église parce que contraire aux thèses de l'empereur byzantin sur certaines questions théologiques. On peut en parler. Et depuis ces deux conciles, le concile d'Éphèse et le concile de Chalcédoine, ces deux églises se sont diamétralement opposées, c'est-à-dire l'Église nestorienne et l'Église syriaque 20 ans après, et dont on souffre des conséquences jusqu'à aujourd'hui.
et qui fait que chaque fois que on utilise des termes pour qualifier cette communauté, l'autre réagit avec une grande sensibilité pour dire non, non, moi je suis syriaque, je ne suis pas chaldéen, parce qu'on a donné à ces termes une connotation surtout religieuse, liée à ces deux conciles. Alors, je pense que c'est un sujet à part entière, cette histoire de concile. Tout à fait, oui. Les Arméniens disent qu'ils étaient en train de combattre les Mazdéens, la Perse mazdéenne qui voulait, donc c'était la bataille d'Avaraj et la guerre qui a duré plusieurs dizaines d'années contre la Perse qui voulait imposer sa religion mazdéenne à l'Arménie. Et c'est la raison pour laquelle l'Arménie n'avait pas ni le temps ni le goût d'aller discuter de questions christologiques et ne s'est pas présenté au concile de Chalcédoine et n'a donc pas accepté les décisions de ce concile. En tout cas, je pense que vous connaissez ce sujet parfaitement, les questions christologiques qui ont été examinées et qui étaient peut-être derrière, qui avaient peut-être en arrière, enfin derrière ces questions christologiques discutées, il y avait peut-être des questions d'hégémonie, des questions géopolitiques qui étaient en train d'être discutées. Or, on était tous seuls à se présenter avec une façade de débat sur la nature du Christ, homme, Dieu, ou homme et Dieu en même temps, etc. Pour revenir à votre livre, je voulais donc dire simplement que c'est un livre extrêmement érudit parce que vous plongez dans la littérature, non seulement assyro-chaldéenne, mais dans la littérature mondiale, pour trouver les témoignages de ces souffrances de ce peuple assyro-chaldéen. Et ces témoignages sont extrêmement foisonnants. Vous parlez, par exemple, vous dites que c'est avec l'émergence donc de l'Empire et c'est avec la chute de l'Empire ou des empires assyro-chaldéens que ces souffrances ont commencé. Je lis un petit passage qui m'a frappé. C'est en effet là que les conquérants du monde d'autrefois, les Chaldéens et les Assyriens, jetèrent les assises de leurs imposants empires. C'est là qu'eurent lieu tant de fois les mêlées des nations, d'où les armées assyro-chaldéennes, sortant toujours victorieuses, apportèrent à son apogée la gloire de leur vaste empire. Et donc c'est un témoignage de l'abbé Paul Béraud que vous rapportez, et il dit sur la chute de la Syro-Chaldée, les empires de l'Assyrie et de la Chaldée, les deux grands marteaux de la vengeance divine, comme les appelle le grand Bossuet, avaient, après avoir brisé tant de peuples et écrasé tant de nations, s'acheminèrent vers leur déclin. Le premier succomba sous les coups des Mèdes en 608 avant Jésus-Christ, et le dernier sous les coups des Perses en 539 avant Jésus-Christ. Donc c'est un peu l'histoire de l'apogée de ces empires et l'histoire du peuple qui est issu de ces empires après la chute de ces puissances qui étaient des puissances extraordinairement importantes, des puissances, j'allais dire, mondiales à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'autres puissances connues. Eh bien, c'est à partir de là que, avec la perte de l'État, à partir de là que les Assyro-Chaldéens deviennent une minorité à la merci des différents États qui les ont gouvernés. Et alors, quelque part, on voit tout de même que cet intérêt, non pas votre intérêt, parce que vous êtes originaire de ce peuple, mais l'intérêt de notre environnement, j'allais dire de la chrétienté, parce que le pape a récemment visité encore les Assyro-Chaldéens d'Irak, et l'intérêt a été ravivé par les événements du XXIe siècle, c'est-à-dire l'arrivée de l'État
islamique dans le berceau du peuple assyro-chaldéen et la fuite des chrétiens d'Orient, sur lesquels vous avez écrit un nombre assez important de livres et d'études. Comment réagissent aujourd'hui alors, à partir de cette actualité brûlante qui se perpétue encore, qui est en train de se perpétuer encore en Irak, il y a un intérêt croissant aujourd'hui pour la question des minorités en Orient et en particulier des minorités chrétiennes, sans oublier les yézidis qui sont une minorité qui a subi un génocide récemment aussi, en même temps que la persécution des Assyro-Chaldéens. Oui, oui, tout à fait. Vous avez évoqué, Hilda, quelques textes, lu quelques textes d'importance, dont celui de Paul Béraud. Ça permet aussi de mieux répondre à la question que vous posiez au départ concernant le terme assyro-chaldéen. Voilà, avec, vous voyez, à partir de 1850, avec l'accès aux études, les voyages en Occident, le développement de l'archéologie, tout cela a eu ses conséquences sur cette communauté, puisque un ensemble de travaux paraissent à partir de ce moment-là, où cette communauté réagit positivement, disant oui, nous sommes assyro-chaldéens. Paul Béraud, par exemple, c'est un prêtre chaldéen. Donc, si on veut le définir sur le plan religieux, il n'est que chaldéen catholique. Or, il utilise le terme d'assyro-chaldéen, dans lequel il englobe y compris tous ceux qui étaient nestoriens, et par nationalisme, dans le bon sens du terme, par attachement à son identité, il lit les deux et il jette un regard sur le passé et il découvre que son peuple a joué, comme vous l'avez dit tout à l'heure, un rôle culturel et politique qui était majeur. Et il cite aussi Bossuet. Il ne faut pas oublier aussi, en citant Bossuet, lui qui faisait une lecture bibliste de l'histoire, exclusivement, même s'il était très brillant, une lecture très bibliste de l'histoire. Et là, vous voyez, il fait allusion à lui, on ne sait pas s'il le critique ou s'il le soutient, et pour dire que ces Assyro-Chaldéens, pour eux, c'était un peu des gens qui étaient frappés de malédiction parce qu'ils avaient fait souffrir beaucoup de peuples à l'époque. Or, cette communauté chaldéenne, tout en devenant catholique, elle n'a absolument pas rejoint cette thèse. Elle se considère plus que jamais nationalement assyro-chaldéen, tout en reconnaissant le pape comme chef suprême de l'Église. C'est parce que son identité, vous voyez, ces recherches archéologiques et historiques ont réveillé en eux une identité qui sommeillait. Pendant des siècles, ils sont considérés comme chrétiens seulement, avec une conception très floue, très confuse de l'identité, et avec ces découvertes archéologiques, ils ont eu un effet très bénéfique sur eux. Alors justement, donc vous dites que c'était un peuple oublié. Voilà. Mais qui a été redécouvert au XVIIIe siècle par des voyageurs, par de grands écrivains, par des intellectuels, et vous êtes allé chercher jusqu'à un roman turc qui relate les Assyriens. Alors, comment a été ressentie cette redécouverte des Assyro-Chaldéens par, j'allais dire, la littérature occidentale, notamment, et quel effet ça a eu, cette redécouverte, sur les retrouvailles avec l'identité assyro-chaldéenne? Oui.
oui, il est vrai que à partir de ces fouilles archéologiques, je reviens là-dessus parce que c'est important, à partir de ces fouilles archéologiques, de ces découvertes, de cette civilisation, Ninive qui a été déterrée, Babylone aussi, et toutes les tablettes d'argile, des milliers et des milliers de tablettes d'argile qu'on a sorties de sous terre, ont fait que l'Occident a été très étonné de savoir qu'il existait encore des Assyro-Chaldéens dans le monde des gens. Et la presse française, entre 1850 et 1920-30, dont des membres de l'Académie française et de l'Académie des inscriptions et belles-lettres et bien d'autres, vous voyez, ont été très agréablement surpris de trouver que cette civilisation continue, parce que beaucoup disaient qu'elle était morte, que c'était une civilisation morte, d'où les liens qu'ils ont commencé à établir avec les patriarches de ces églises qui sont venus à Paris, déjà même avant la conférence de la paix de 1919, et ils étaient, ils étaient impressionnés de rencontrer des gens qui se disent toujours en filiation avec cette civilisation. Et ce roman turc que vous citiez tout à l'heure, pour moi, ça a été une découverte et ça m'a bouleversé. Vous voyez, une saison à Hakkari. Un enseignant turc, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais c'était vraisemblablement dans les années 1960-70, il est nommé au Hakkari. Quand j'ai vu ce livre, et un roman, un film en a été, un film franco-turc, il lui a été consacré, et de page en page, en lisant ce livre, il décrit le Hakkari et sa sauvagerie entre guillemets, voyez, ces montagnes élevées, ces gens qui vivaient dans des... C'était une époque où il y avait encore les Assyro-Chaldéens à Hakkari. Quand il a écrit, il n'y avait plus personne, justement. Ils ont été massacrés en 1915. Ils sont partis, d'où la littérature. Il y a eu des Assyro-Chaldéens qui sont venus de Hakkari dans les années 80, en France, par exemple. Ils ont quitté le Hakkari en 1915-18. Et ils se sont. Il y a eu le premier exode en direction de Bachkale, de direction de Selmas, d'Urmia, et d'Urmia, ils sont venus en Irak. Mais il y avait, c'est vrai qu'il y avait encore des Assyro-Chaldéens qui sont restés, mais ils n'étaient pas à proprement parler de cette région, ceux qui sont venus en France. Ils n'ont pas été touchés, eux, par les. Alors, ce romancier il décrit ce qu'il voit, vous voyez, il décrit ce qu'il voit, et il décrit de manière vraiment rude la situation des Kurdes dans cette région. Et à un moment donné, il dit qu'il rencontre dans les rues, quelque part, il rencontre un bouquiniste. Et il va vers lui, et il regarde, et il tombe sur un livre. Il lui dit, mais je ne sais pas le lire, c'est quoi? Et c'était, figure-toi, c'était en syriaque. Et il lui dit, mais celui qui l'a écrit, qui c'est? Il a dit, ceux qui lisaient cette langue ne sont plus là. Ils l'ont quitté depuis longtemps. Et c'était sa réponse. D'où, vous voyez, les commentaires qui sont très, très beaux, que cet auteur turc fait dans son roman pour dire implicitement, c'est moi qui... C'est une histoire qu'on connaît, n'est-ce pas? Comment cette région a été complètement vidée. Voilà, cette langue qui est un des berceaux des langues dans le monde, était parlée dans ce Hakkari, mais malheureusement, il n'y a plus aucun écho de cette langue, seulement ce livre que ce bouquiniste, vraisemblablement, il devait être syriaque lui-même, donc assyrien. Joseph Yacoub, dans les années 90, il y avait
des débats dans la presse mondiale, la presse internationale, sur le caractère de ce qui était un génocide et de ce qui n'était pas un génocide. Et je me souviens de plusieurs auteurs américains ou israéliens qui disaient que le génocide des Arméniens n'était pas un génocide parce que ce n'était pas un génocide parce que ce n'était pas racial, que la motivation du génocide n'était pas raciale, et que les Arméniens avaient pris des armes contre les Turcs, et que que ça s'était contenu à un territoire. Et dans votre livre, on voit que les militaires turcs qui ont commencé le génocide en 1915, mais il y avait des proto-génocides avant 1915, dans les années, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, etc. Donc, pour en revenir à la question du territoire, vous parlez d'un général Ihsan Bey qui a traversé la frontière de l'Iran et qui est venu massacrer les chrétiens assyro-chaldéens et arméniens à Salmast, en Iran. Et donc on pensait que c'était uniquement, ce génocide était uniquement pour créer un État homogène, un État turc à la place de l'Empire ottoman. Or, là, il ne s'agit pas de l'État que les Turcs voulaient créer. Il s'agissait de la Perse, du pays voisin, c'est-à-dire l'Iran d'aujourd'hui. Et donc, les frontières ne comptaient plus. Et ça, on peut en témoigner aussi lorsque l'armée turque a attaqué l'Arménie en 1918, en 1920, et qui a essayé de terminer ce travail qui avait été commencé, ce travail entre guillemets, qui avait été commencé par l'Empire ottoman, et l'armée turque, donc sous Mustafa Kemal, a continué cette extermination des chrétiens et des Arméniens et des Assyro-Chaldéens, et bien entendu des Grecs pontiques. Vous parlez donc de la Perse. Quelle était l'attitude de la Perse à l'époque, qui a laissé envahir son territoire par l'armée turque, qui venait continuer les massacres des Arméniens et des Assyro-Chaldéens sur son territoire? Vous évoquiez, Hilda, les années 1990. Ce sont des années qui sont très riches pour moi parce qu'on a beaucoup travaillé ensemble, et les liens que j'ai pu tisser avec vous et l'ensemble des amis, des dirigeants et de la communauté arménienne à Dessine sont quelque chose pour moi qui sont très, très riches et qui sont inoubliables. La Perse, oui, moi, c'est un aspect de la question génocidaire sur laquelle on devrait se pencher, et que se pencher aujourd'hui davantage. Et il y a eu deux moments de massacre en Perse. Il y a eu 1915 et il y a eu 1918 déjà. Donc à l'intérieur du génocide. À l'intérieur du génocide, Jevdet Bey, il entre, il quitte Van, et il va il envahit la région de Selmas, et de là-bas, il continue sur Urmia, et en 1918 également. Et c'est que les ambitions, là, on a une preuve intangible, irréfutable, des ambitions touraniennes, pan-touraniennes, du pan-turquisme, hein, et ça l'illustre tout à fait. Alors, quelle a été la position des autorités persanes? Malheureusement, les autorités persanes étaient dans l'incapacité de réagir, et ce, à plusieurs niveaux.
le pays était tiraillé par des forces adverses. Il y avait des courants islamistes qui étaient importants déjà à l'époque, et la royauté n'a absolument aucune, comme on dit, comme disent les témoins, aucune balle n'a été tirée par eux face à ces envahisseurs. Et à cela s'ajoute un autre facteur qui me semble important, qui est aussi d'ordre ethnique. C'est que l'Azerbaïdjan, la question de l'Azerbaïdjan, elle est... L'Azerbaïdjan iranien, c'est de ça que vous parlez. Parce qu'il y a eu un nouveau État qui s'est créé de l'autre côté de la frontière, qui s'est appelé Azerbaïdjan, du même nom que la région de l'Azerbaïdjan iranien. Voilà, c'est la région de... elle était habitée majoritairement par des Azéris et par des Kurdes. Azéris et les Kurdes, et avec des minorités comme les Assyriens et les Arméniens. Cette minorité azérie jouait la carte de la Turquie. Nous avons des preuves, vous voyez, qui vont dans ce sens, comme quoi ils jouaient la carte et ils voulaient que la Perse rejoigne l'Empire ottoman, et en même temps, cette Perse qui souffrait des Russes et des Anglais, il y a des raisons géopolitiques qui font que ce pays, le Nord, à l'époque, le Nord était occupé par la Russie des Tsars, et le Sud était occupé par l'Angleterre. Et cela avait créé, le moins qu'on puisse dire, une animosité de la part du peuple persan dans sa globalité. Ce qui fait qu'il avait, dans sa globalité, pour parler d'une manière assez générale, il avait plutôt une sympathie, oui, du côté des Turcs, ce qui a fait que quand ces massacres ont eu lieu, ils n'ont pas bougé. Et une partie, ceux qui étaient d'origine azérie, ils ont donc. Voilà, ils ont rejoint les troupes turques, d'où les massacres qui ont eu lieu à la fois contre les Arméniens et contre les Assyro-Chaldéens, mais cela n'a pas empêché la résistance d'Andranik pour les Arméniens et de Haraputros pour les... Il y a une résistance qui était assez forte dans cette région, mais quand on compare les forces, ça n'avait rien de... Je rappelle simplement qu'après la prise de Chouchi, dont la population a été massacrée en 1918 justement par les forces de Cevdet Bey. Et donc Chouchi est devenue une ville à majorité azerbaïdjanaise avec le massacre des Arméniens. Oui. Aujourd'hui, on parle de Chouchi, qui est une ville qui serait une ville, d'ailleurs ils l'appellent Choucha, qui serait une ville azerbaïdjanaise historique, etc. Donc c'est avec l'aide de l'armée turque que les Azéris ont exterminé les Arméniens de Chouchi pour en faire une ville azerbaïdjanaise qu'ils réclament aujourd'hui. Et je rappelle aussi simplement que pour l'actualité, lors de son discours à Bakou, Erdogan a rendu hommage à deux génocidaires, à Cevdet Bey, dont vous parlez, qui a massacré les Arméniens et les Assyro-Chaldéens sur le territoire persan, et Enver, qui était d'ailleurs le beau-frère de Cevdet. Et donc, nous sommes aujourd'hui dans cette configuration avec la Turquie d'aujourd'hui qui rend hommage aux génocidaires, aux organisateurs et aux exécuteurs du génocide des Arméniens et des Assyro-Chaldéens. Pour terminer, je voudrais rappeler que vous avez consacré un chapitre aux deux peuples, arméniens et assyro-chaldéens. Et on voit à travers cet entretien, mais à travers tous vos livres, un parallèle qui est un parallèle, j'allais dire, historique, mais aussi un parallèle de destinée de ces deux peuples,
Donc, nous ne sommes pas de la même région en réalité. Hein. Les Arméniens sont plus originaires du plateau arménien. Les Assyro-Chaldéens sont plus de la Mésopotamie, de la région de la Mésopotamie. Mais le destin a voulu que ces deux peuples soient très proches. Vous pouvez nous dire quelques mots sur cette proximité de destin des deux peuples? Oui, oui, j'ai voulu avec joie et grand plaisir consacrer, voyez, ce chapitre et des paragraphes ici et ailleurs au lien à la fois intellectuel, historique et sur le plan des liens personnels entre, qui scellent, voyez, une destinée proche, commune entre les deux communautés. Je voudrais à cette occasion, voyez, rappeler qu'il y a des documents qui sont en araméen, des Assyro-Chaldéens, qui auraient pu disparaître s'ils n'avaient pas été traduits en arménien. Je prends Michel le Syriaque, qui a écrit une œuvre monumentale qui était de Mélitène, Malatia, qui était de Mélitène au XIIe siècle. Il écrit une histoire monumentale de l'humanité, comme beaucoup d'autres historiens l'ont fait. Et ce livre a été traduit en arménien. Oui. Saint Éphrem a été traduit en arménien. Oui. D'ailleurs, Éphrem c'est Yéprem en arménien. C'est un prénom extrêmement répandu encore. C'était encore un prénom extrêmement répandu. Mon frère s'appelait Éphrem, mon grand-père s'appelait Éphrem. Éphrem est très, très répandu chez les Arméniens comme prénom. Oui, et j'ai appris récemment que Saint-Éphrem était assyro-chaldéen, je ne savais pas. Ça montre que ces deux communautés se connaissaient depuis longtemps et ils vivaient à proximité dans la région de Selmas que vous citiez tout à l'heure. C'est grâce à vous que j'ai appris il y a quelques jours, Hilda, que la femme de l'illustre écrivain arménien Rafi, Anna, était une Assyrienne. Et Anna, d'ailleurs, grand romancier du 19e siècle, doit beaucoup à son épouse Anna, qui a fait un travail monumental pour le recueil et la publication des livres de son mari, Rafi, l'écrivain Rafi. Voilà, tout à fait. Les articles que vous m'avez gentiment envoyés, parus dans Ironic à Boston, dans Alik en Iran, l'illustrent fort bien. Et ces liens, oui, et ces liens continuent parce que dans ces villages de la région de Selmas, quand le patriarche assyrien de l'église dite nestorienne, Mar Benyamin, a été assassiné à la suite d'un guet-apens lancé par le chef kurde Simko à l'instigation du pouvoir azéri. On est en mars 1918, il a été assassiné. Nous avons été, avec Claire, mon épouse, on a été sur les lieux. Et où est-il enterré? Il est enterré à l'église arménienne dans ce village qui s'appelle Khosrova, qui est le village de mon père, tombe sur laquelle on s'est recueilli. Voyez, et c'était un très fort moment. Et de même qu'un autre patriarche assyrien qui est mort en 1920 à Bakouba, à Bagdad, la messe a eu lieu, à l'église arménienne. Donc ça, on peut ainsi multiplier les exemples. Et moi, dans ma famille, j'ai des parents qui sont arméniens. Auprès d'eux, j'ai appris des mots d'arménien. C'est dire que ces oui, liens il y a eu entre donc les deux une communauté peuples de destin qui ont rapproché les deux peuples, notamment dans l'Empire ottoman. Je crois dans l'Empire ottoman, mais là vous parlez de Perse aussi, donc de l'Iran.
du nord de l'Iran, où il y a des villages qui étaient mixtes, des villages arméniens et des villages assyro-chaldéens qui étaient mixtes, et dont vos parents sont originaires. Et vous, dans un autre livre, vous avez parlé des assyro-chaldéens du Caucase et des pérégrinations de ces assyro-chaldéens qui sont passés d'un pays à l'autre jusqu'à arriver à Djezireh en Syrie, où ils vivent encore, où ils vivent des conditions extrêmement dures aujourd'hui, avec les assauts répétés de la Turquie à la frontière de la Syrie. Joseph Yacoub, merci beaucoup pour cet entretien. Merci à vous. Et je crois qu'on pourrait faire des dizaines d'émissions avec vous, parce que d'abord, les sujets nous parlent beaucoup. Le sujet nous parle beaucoup parce que ça nous concerne aussi. Ce que vivent les Assyro-Chaldéens nous concerne aussi. Et aujourd'hui, avec le vécu des Assyro-Chaldéens du Moyen-Orient, nous revenons à un passé pas très lointain, et on voit que finalement, la question de la religion qu'on a peut-être dans le cas arménien, qu'on a quelque peu oublié ou négligé, la question de la religion a été finalement au cœur de l'extermination de ces deux peuples, arméniens et assyro-chaldéens, par l'Empire ottoman, pour ne parler que de la période récente. Merci beaucoup. Et je pense que, si vous le voulez bien, on fera peut-être une autre émission sur la proximité entre les Arméniens et les Assyro-Chaldéens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Joseph Yacoub. Merci. Bonne journée. Merci.